Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Curieux Rivard. Curieux Rivard, c'est quoi? C'est une série de podcasts dans lesquels je reçois un expert dans un domaine, en l'occurrence aujourd'hui Catherine Raymond, neuroscientifique, une fille merveilleuse avec un cerveau extraordinaire, avec qui j'ai toujours beaucoup de fun à jaser. Et la réaction lorsque je poste des épisodes avec elle est toujours excellente aussi de votre part. Donc merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui m'envoient des messages par rapport au Curieux Rivard. Je suis content de savoir que vous aimez ça. Je vais continuer d'en faire. Je vais vraiment c'est vraiment, moi je me fie aussi sur vous, sur votre réaction, sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages par rapport aux autres épisodes. J'en ai d'autres de prévus, j'en ai un avec mon père de prévu, mon père qui est chimiste alimentaire, le Curieux Rivard numéro 4, on l'avait fait sur la chimie alimentaire et on en a un autre de prévu. Donc tu peux me poser des questions, il y a un post sur ma page Facebook sur lequel tu peux aller poser des questions sur la chimie alimentaire, des questions que tu aimerais que mon père réponde. Et si tu veux voir des épisodes à l'avance, tu peux aller sur le Patreon du Carré de Sable. Il y a plein d'autres épisodes qui sont déjà tournés, qui sont déjà disponibles. Là, il y a des clips de stand-up. Si tu m'as jamais entendu en stand-up, tu peux aller voir ça. Il y a pas qu'à d'affaires. Donc, et ça me permet, moi, financièrement, de continuer tout ça. Et c'est le seul revenu que j'ai en cette période de confinement. Donc, si jamais tu veux supporter le Carré de Sable et le podcast en général, ça fait un bout que tu écoutes, viens dropper 2$, 3$. Je prends aussi les dons PayPal. Je prends tout. Donne-moi ton argent. Je suis l'itinérant du web. C'est rendu moi, ça. Bref, merci d'être à l'écoute. Et sur ce, bon épisode avec Catherine Raymond. On parle du cerveau, du fonctionnement du cerveau et des théories de complot et de conspiration aujourd'hui. C'est super intéressant. Je suis vraiment fier. Je pense que c'est un épisode important à faire, surtout en ces temps de confinement où ça pop de partout. Donc voilà. Merci beaucoup. Puis restez qui vous êtes, ça vous fait bien. Salut tout le monde. Bon épisode. Es-tu... are you ready? Yep. Wanna do this? Ouais. Let's do this! Alright! Aujourd'hui, à Radio-Québec, je reçois... C'est lourd. Non, aujourd'hui, à Curieux Rivard. Spécial, édition neurosciences, comme toujours, avec la merveilleuse Catherine Raymond, ce cerveau incroyable qu'on aime beaucoup. On dit, salut Catherine! Doctorante en neurosciences. Donc, tu as ton doctorat en neurosciences et tu commences un deuxième doctorat en psychologie clinique, dans le fond. Oui. C'est comme ça qu'on le dit? Total. On dirait que t'es dans le programme, toi aussi. Parce que là, tu vas avoir 2 doctorats, ce qui est quand même assez intense. Fait que, félicitations pour ça. Tu commences ton deuxième. Bravo pour et c'est pas la première fois que tu viens dans le Carré de Sable. Et tout le monde aime tout le temps ça quand t'es là. Fait que, d'ailleurs, mon père te salue. Il dit bravo pour ton beau travail. Il adore ça. Papa. mon papa qui a aussi fait un Curieux Rivard chimie alimentaire. Vous êtes collègue de Curieux Rivard. Mais je sais, Récemment, on a fait un épisode sur les hormones sexuelles, on a fait un épisode sur les livres de croissance personnelle et tu m'as écrit et tu m'as dit je t'arrête de lire plein de trucs sur le monde des conspirations et du conspirationnisme, si c'est un mot. Oui, je pense que oui. Mais en français, c'est tout croche, mais oui. En anglais, okay. Fait que tout ça, tu dis, je t'arrête de lire là-dessus, c'est fascinant. J'ai fait, on fait ça un épisode là-dessus. En fait, c'est toi qui as proposé de faire un épisode là-dessus. J'étais comme tellement. Je te gère tellement. Je gère. C'est correct. Regarde, moi, je me laisse gérer. Moi, j'étais un petit bateau qui flotte, le courant va par là. Je fais salut. Fait que, moi, je suis juste content parce qu'à chaque fois que t'es là, le monde trippe. Moi, j'adore ça. Je sais pas d'ailleurs si t'as vu le GIF passer sur le groupe du Carré de Sable. J'ai ri. Ok, j'ai vraiment ri. Je te smash avec le monde. Oui, c'est exactement ça. En gros, c'est Rémi Saint-Germain qui a fait ce GIF-là. On a un groupe, c'est pas un groupe privé, mais c'est un groupe, il y a la page Facebook du Carré de Sable, puis il y a le Cercle du Carré qui est comme un groupe à côté dans lequel on s'échange des affaires. Puis la raison pour laquelle on a créé un groupe, c'est parce que c'est aussi niaiseux que le reach des pages Facebook est pas super bon si tu payes pas. C'est rendu ça, Facebook, en fait, là. D'ailleurs, tu remarqueras, moi, depuis qu'on m'a dit ça, je vois juste ça. Quand tu scrolls ton feed, il y a une pub aux 3 posts. Ah mon Dieu, t'es sérieux? Je te jure, à cette heure, tu vas voir juste ça tout le temps.
OK. Tu vas juste remarquer un statut, 2 statuts, 3 statuts, une publicité, un statut, 2 Mais moi, tu sais, c'est quoi le problème? C'est que j'achète vraiment les choses qu'on me propose. Ah, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui maintiens la publicité en vie. C'est ça. En tout cas, parlant de conspiration, là. C'est ça, c'est tout toi, ça. L'industrie, Moi. Désolée. l'industrie de la pub, puis des gaines, puis de toutes ces affaires-là de madame. Puis du vernis à ongles, puis... Mais c'est ça, en fait, on a créé le groupe parce que ça fait qu'à chaque fois qu'on pose quelque chose, tout le monde le voit. Puis les gens peuvent poster dans le groupe, puis tout le monde voit leur post. Il y a quelque chose là-dedans que j'aimais parce que j'aime que le Carré de Sable soit un espace collaboratif puis que tout le monde participe. Et ça se perdait, ça, je trouve, parce que ça se retrouvait juste dans les commentaires. Puis ça faisait que c'était pas super bien organisé, alors que dans le groupe, le Cercle du Carré, ça fait que tout le monde peut participer, puis ça devient exactement ce que je veux que le Carré de Sable soit, c'est-à-dire un espace où tout le monde amène son affaire, tout le monde participe. C'est une grosse discussion de groupe de monde curieux qui aime ça, apprendre des affaires. Donc, le GIF en question, c'est toi qui... C'est juste, en fait, c'est toi qui... Ton savoir, puis c'est quelqu'un qui lance un gros ballon à quelqu'un qui fait juste en revoler. Puis moi, je suis... Toi, tu tombes. Ouais, moi, je suis la petite personne qui fait juste me faire effoirer par tout ton savoir. Ah non, puis c'est toute excellent. ton intelligence. Fait que c'est vraiment la meilleure image au monde, honnêtement. C'est vraiment ça. J'adore ça. Fait que je me suis dit, les conspirations, c'est effectivement fascinant de voir, surtout en ce moment, à quel point il y a des affaires qui circulent. Le confinement semble faire ressortir beaucoup de ça, je sais pas si c'est un trait, là, je sais pas comment on nommerait ça, mais ça semble vraiment stimuler les gens. Puis là en ce moment, il y a des conspirations partout. Tout est une conspiration. On en voit passer partout sur Facebook. On découvre des gens dans notre entourage qu'on savait pas qu'ils étaient comme ça, qui sont comme ça. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément, hein? Non, beaucoup plus que je pensais qu'il y en avait autour de moi. Et c'est un exercice de patience constant sur Facebook d'être... de te dire, c'est correct, tout le monde, c'est juste que c'est ça. C'est décevant des fois. On se gère les émotions. Non, c'est ça, c'est super fréquent. Puis dans le fond, ce que je lisais un petit peu sur les conspirations, c'est que toutes les périodes qui sont particulièrement stressantes, comme les périodes de transition ou les attentats, quand John F. Kennedy s'est fait tuer, la mort de personnes iconiques, même quand Elvis Presley est mort, il y avait des théories qui disaient qu'il était sur une île déserte, puis etc. Fait que tous les moments qui sont stressants d'un point de vue collectif amènent ça ressort en fait de traits conspirationnistes chez certaines personnes. Puis la raison pour laquelle je trouvais ça hyper intéressant de lire là-dessus, c'est parce que contrairement à ce que je pensais, les conspirations, c'est vraiment ancré dans le système de stress. C'est vraiment ancré dans le cerveau qui va générer finalement la réponse de stress, qui est ce sur quoi je travaille. Fait que je voyais plein de parallèles avec ce que je fais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment cool, alors qu'à la base, j'étais sûre que c'était un phénomène qui était strictement social. Moi, je pensais que c'était quand on vivait, je sais pas moi, des périodes qui pouvaient être collectivement stressantes, ben il y a des gens, puis c'était juste eux qui allaient croire en des conspirations, puis les autres, ben on était à l'abri de ça. Fait que c'était pas quelque chose qui est ancré dans les gènes ou ancré dans les neurones. Je pensais que c'était strictement social, puis finalement, ben pas du tout. Puis ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est que chacun d'entre nous, à un certain degré, on peut croire en certaines conspirations. Il y en a qui vont super bien gérer ça, puis ben ils vont être capables de prendre les évidences scientifiques puis se dire, ah ben, ouais, ok, j'avoue que j'ai cru pendant 5 secondes que la pandémie, ça avait pu être mis sur pied par le gouvernement pour X, Y raison, mais finalement, je me régule, justement. Je régule cette réponse-là, je régule ce stress-là, puis je me rends compte que, ben dans le fond, c'est peut-être juste le hasard, tu sais, qu'il y a une pandémie en ce moment, puis qu'il y a le 5G qui se crée en parallèle, finalement. Là. OK. Parce que c'est ça, il faut le dire, on parle du lien avec le stress, c'est que aussi tu travailles à l'Institut, comme à l'Institut de recherche de l'Université de Montréal pour le stress. L'Institut du stress. Dis-le donc. Parce que là, tu te mêles, hein? Parce que c'est le Centre d'études sur le stress humain, mais t'arrêtes pas de me niaiser puis de dire l'Institut stressante. OK? Fait que là, je t'amènerais à te caler. Ouais, je me mélange dans mes propres... Mais c'est le Centre d'études sur le stress humain. Oui, tout à fait. OK, ça parfait. fait une Qui est un centre d'années. de recherche qui a rapport avec l'Université de Montréal.
En fait, c'est ça, on est affilié à l'Université de Montréal, au département de psychiatrie, mais on est situé à l'hôpital Louis-H. Lafontaine. En fait, anciennement appelé l'hôpital Louis-H. Lafontaine, maintenant c'est Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Fait qu'on est dans l'est de l'île, on travaille avec des humains, justement, là-bas. OK, très cool. Fait que c'est pour ça que là, t'as fait un lien avec... quand t'as vu qu'il y avait un lien avec ça, naturellement, c'était comme, cool, t'es déjà là, dans ce sujet-là beaucoup, donc... Oui, tout à fait, c'est ça. OK. Puis, c'est ça, c'est ce que je disais, en fait, c'est que d'un point de vue évolutif, tu sais, quand on était à l'époque, mettons, de la préhistoire, fallait que notre cerveau soit capable de connecter des points. Tu sais, en anglais, quand on dit « connecting the dots », là, on était fallait qu'on soit capable de voir un certain patron dans des événements qui semblent arriver par hasard pour pouvoir se défendre contre des potentielles menaces. Fait que je te donne un exemple, tu sais, t'es dans la préhistoire, puis là, tu te promènes dans un champ, puis là, tout à coup, tu vois que le foin, il bouge. OK? Si tu ne fais jamais de spéculation, tu vas juste te dire comme le foin, il bouge. Puis tu vas continuer ton chemin. T'sais? Alors qu'il faut que tu puisses faire un petit peu de spéculation pour te dire, ben, je vois pas de tigre, je vois pas de menace, j'ai pas de preuve qu'il y a une menace dans l'environnement, mais vu que le foin bouge, ça se peut qu'il y ait une bébite là-dedans. OK? Et donc, je vais spéculer par rapport à cette information-là, ce qui fait en sorte que ça promouvoit notre survie finalement. Puis même encore aujourd'hui, on vit certaines situations, on n'a pas tous les éléments en main pour confirmer que c'est vraiment ça qui se passe, mais on va spéculer. Tu sais, si jamais, je sais pas moi, t'es couché dans ton lit la nuit, puis là, ben, t'entends des craquements chez vous, puis t'as pas d'animaux, t'as pas de souris. C'est ça, parce que c'est déjà ça que je vis en ce moment, by the way, mais c'est parce qu'il y a des souris, là. Fait que oui. Mais pendant quelques secondes, tu vas peut-être spéculer, ben il y a peut-être quelqu'un qui est rentré chez nous. Mais tu n'as aucune information concrète qui te dit que c'est le cas. Mais il faut que tu puisses t'imaginer que peut-être il va y avoir quelqu'un chez toi. Puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas rester en vie plus longtemps que la moyenne. Okay? Donc, chez des gens qui je m'en ai dit, qui souffrent de théories conspirationnistes, c'est pas une maladie. Chez les gens qui croient très fortement en des théories de conspiration, ben ça pourrait être tout simplement que ces gens-là qui ont le même patron que toi, moi et le voisin, que de pouvoir voir des patrons dans l'environnement, dans des endroits où ils n'ont pas nécessairement tous les outils pour le faire, ben eux, ils vont pousser ça à une limite un petit peu plus extrême puis vraiment en beurrer un petit peu plus épais. OK. Fait que c'est exactement... Dans le fond, c'est pour ça que c'est relié au système de stress, parce que c'est l'anticipation de danger potentiel. Ça revient à la survie. Oui, tout à fait. Okay. Puis c'est une conspiration dans le sens où... Il faudrait peut-être définir le terme un peu, là, dans le sens où ça devient une conspiration parce que c'est faux, ou c'est l'intention, ou c'est le processus d'essayer de connecter des trucs ensemble alors qu'il n'y a pas de lien nécessairement logique qui définit que c'est une conspiration. La définition de conspiration, là, puis là, je vais te la lire. OK. Je ferai pas semblant. D'accord. C'est une hypothèse qui est proposée pour expliquer un événement par l'action concertée d'un groupe de personnes. OK? Fait qu'il arrive une situation stressante. OK? Fait que si c'est, mettons, la pandémie, exemple, OK? Il arrive une situation qui pose un bouleversement, puis notre hypothèse première, ça va être que cette action-là, elle a été concertée par un groupe d'individus, puis souvent dans les conspirations, ça va être le gouvernement qui est en cause, là. C'est un groupe d'individus qui revient souvent, okay, dans les théories conspirationnistes. Fait qu'on va se dire, OK, ben c'est la faute du gouvernement s'il y a pandémie. OK? Fait qu'on pose une hypothèse. On pose pour hypothèse que la situation elle a lieu à cause d'un groupe de personnes. C'est eux qui ont conspiré contre nous à leur fin. Il y a toujours un groupe de personnes impliquées. Ça revient toujours à quelqu'un d'autre, en fait. Là. Ça, c'est la théorie de conspiration, mais il y a quand même d'autres théories qui sont comme super collées à ça. Tu sais, par exemple, j'ai lu sur les événements supernaturels. OK? Fait que, mettons, est-ce que tu crois dans les extraterrestres ou pas? Est-ce que tu crois que le gouvernement cache l'existence d'extraterrestres? Tu sais, fait qu'eux autres, ils savent là, que ça existe, mais ils nous le disent pas, etc. OK? Fait que même ces théories-là, c'est pas exactement des théories conspirationnistes nécessairement, tu sais, de croire dans les extraterrestres, mais ce qui a été démontré, c'est que les gens qui croient en ça, en général, croient aussi que c'est à cause du gouvernement s'il y a une pandémie, par exemple. Okay? Fait que ça vient souvent de pair, ces fameuses croyances-là, finalement. Mon premier réflexe, c'était toujours de penser que s'il y a des conspirations, c'est parce que les gens acceptent pas qu'ils n'ont pas le contrôle sur une situation
où il y a comme le feeling d'impuissance dans une situation est trop fort, puis c'est trop dur à porter. Donc, nécessairement, il doit avoir une raison qui est plus simple ou plus facile à défaire s'il fallait qu'on pose des gestes là, pour attaquer quelqu'un puis blâmer quelqu'un. Donc, c'est la faute de quelqu'un. Plus que juste accepter que ben, c'est comme ça, puis c'est pas de la faute de personne, c'est juste ça arrive. Fait que, on dirait que ça se peut-tu qu'il y a une notion de ça? Y a-tu quelque chose de l'impuissance te rend justement fou parce que t'es comme Mais dans le fond, t'as pas vraiment besoin de moi. Parce que c'est vraiment ça. C'est un point. Un morceau de robot. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. Puis ce qui arrive, la façon dont ça fonctionne au niveau neurobiologique, finalement, c'est qu'à chaque fois que le cerveau manque de contrôle perçu, à chaque fois qu'il a l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation, il y a une structure du cerveau qui va s'activer qui s'appelle l'amygdale. Okay? Puis c'est pas celle que tu as dans la gorge, okay? C'est celle que tu as dans le cerveau. Puis cette amygdale-là, son rôle, c'est d'activer le système de peur. Okay? Fait que à chaque fois que tu n'as pas le contrôle, elle s'active. Apporte le même nom. Est-ce que c'est. Y a-tu un lien entre les deux? Ou, non, il y en a c'est aucun. juste non, un addon qu'il porte le même nom, mais c'est pas la même chose du tout. C'est un peu plate, hein, parce que je veux dire, on n'a pas tant de parties du corps que ça. Fait que pourquoi donner le même nom à deux structures? J'aurais aimé ça être à ce meeting-là où ils s'ostinaient. Moi, je change pas de nom. Ben, moi non plus. Ben, ça va être ça, hein. OK. Puis ils sont juste repartis les deux de leur bord. Ça s'appelle l'amygdale, c'est dans le milieu du cerveau, puis c'est ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. C'est l'amygdale qui décide que tu as peur, c'est l'amygdale qui décide que tu vas sécréter des hormones de stress, c'est l'amygdale qui va décider le foin bouge, d'après moi, il y a un tic, donc je vais enclencher la sécrétion d'hormones de stress. Okay? C'est pas cette ça, c'est une glande, c'est ça? Ouais. L'amygdale, non, c'est un noyau dans le cerveau, puis c'est un noyau qui va... Dans le fond, un noyau, c'est un amas de neurones. Okay? Fait que c'est plein de corps cellulaires de neurones. Le corps cellulaire du neurone, c'est lui qui décide quand est-ce qu'on sécrète des neurotransmetteurs. Puis quand ils se mettent tous en gang, ça fait un noyau. Okay? Fait que l'amygdale, c'est vraiment un noyau de neurotransmetteurs, de neurones finalement, là, qui sécrètent des neurotransmetteurs. Puis l'amygdale, ce qu'il va aller faire, c'est aller activer une glande qui, elle, va décider, OK, on va enclencher la sécrétion d'hormones de stress. Fait qu'elle est connectée directement à une glande, en effet. Fait que l'amygdale, c'est pas l'amygdale ou l'amygdale? C'est amygdale. Mais on le dit vite, puis on saute le G dans le fond. Amygdale parce qu'on est cool. OK, c'est ça, parfait. Est-ce que c'est ça que les enfants développent juste à partir de 8 ans? C'est-tu ça? Ou si je me trompe avec une autre affaire qu'on avait déjà parlé? C'est dommage des liens, mais l'amygdale, ça commence à se développer dans la première année de vie. OK? Fait que dès que l'enfant a comme 4-5 mois, il y a des études qui disent 8 mois, ça commence à se développer. Puis c'est à partir de ce moment-là que les bébés ils commencent à avoir peur. Tu sais, tu sors de la pièce, puis ils pleurent, tu pars l'aspirateur, puis ils pleurent. Ça, c'est parce que l'amygdale commence à se former. Ça termine de se développer vers l'âge de 20 ans. OK? Fait que ça prend vraiment du temps avant d'avoir un amygdale complet, donc un système de peur qui fonctionne bien. Puis c'est la raison pour laquelle les adolescents ils se mettent beaucoup dans des situations à risque. C'est parce qu'ils n'ont pas un centre de la peur pleinement développé. La région qui commence à se développer à 8 ans, c'est le cortex préfrontal. Ah, c'est ça, je me mélange, OK. Puis lui, son rôle, c'est d'aller inhiber l'amygdale. OK? Puis de dire comment, OK, mais non, mais là, régule ta peur. OK? Puis justement, chez les gens qui croient plus en les théories du complot ou les théories conspirationnistes, il semblerait qu'il y ait comme une moins bonne communication entre le préfrontal puis l'amygdale. C'est comme si t'es couché dans ton lit pendant la nuit, puis là, ben, t'entends des bruits de pas. C'est une souris dans les faits, mais t'entends des bruits de pas. Je suis pas sûre que t'entends ces pas, là, mon exemple. T'entends une souris avec des gros pieds puis des souliers avec des petits souliers à talons hauts de souris. Ouais, cute, des petits toc. Ouais, c'est ça, là. Exactement. Elle se met belle parce que ça fait tellement longtemps qu'on est en confinement que là, ben, elle se dit, ben, je suis pognée avec lui, peut-être qu'il faut que je fasse un effort, là. Il va peut-être arrêter de mettre des trappes partout, là, si j'y montre que je veux pas de mal, tu sais, je suis juste. Je veux peut-être juste qu'on m'écoute, hein. Fait que ouais. Mon fil d'idée, lui. Je m'excuse. Donc, on est couché dans le lit, puis tu te dis que j'entends ça. C'est ça. Okay. Fait que, mettons, chez quelqu'un qui a moins tendance à croire dans les théories conspirationnistes, l'amygdale part, puis il se dit comme, OK, attends une minute, là, c'est peut-être quelqu'un qui marche dans l'appartement, puis je suis peut-être en danger, etc.
cette personne-là qui croit moins, qui a moins cette tendance-là, le préfrontal, il va s'activer puis il va faire comme ah, calme-toi, tu sais, hier on a vu une douzaine de souris, là, tu sais, ça doit être ça le problème actuel. Chez quelqu'un qui a plus tendance à croire en ces théories-là, l'amygdale part en peur, puis le préfrontal il est comme au repos. Fait qu'il n'est pas capable d'aller inhiber finalement cette activité-là. T'sais, fait que ça, c'est un des mécanismes qui aurait été proposé pour expliquer finalement que certaines personnes sont plus vulnérables aux théories du complot. Ouais. Okay. Puis y a-t-il une différence chez les gars et chez les filles par rapport au développement de ces deux régions-là? On dit souvent que les gars sont moins matures, les filles sont matures plus rapidement et tout ça. Ben, au niveau de l'amygdale, non. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux sexes. Là. Il y a des études qui démontrent que oui, d'autres que non. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, il y en a qui disent qu'il y a plus, d'autres moins. C'est pas encore assez concluant pour dire qu'il y a un consensus dans le fond. Exact. Pour l'amygdale, non, mais pour le cortex préfrontal, oui. Dans le sens où chez la femme, ça termine de se développer vers l'âge de 20 ans, alors que chez le garçon, c'est beaucoup plus tard, là, c'est entre l'âge de 25 ans puis 29 ans. Fait que c'est une des raisons pour laquelle la régulation émotionnelle, ça arrive plutôt chez la femme, entre autres, versus chez l'homme. Puis, honnêtement, il y a des grosses différences sexuelles au niveau des théories conspirationnistes. En général, les hommes en montrent plus que les femmes. Par contre, j'ai pas trouvé que ça avait de lien entre le développement du cerveau d'un côté versus de l'autre. Fait que ça se pourrait qu'il y ait une panoplie d'autres facteurs qui expliquent ça autre que le cerveau, finalement. Ouais. Parce que c'est important de dire aussi que tout ce qui tourne autour du conspirationnisme, en général, des conspirations et des conspirationnistes et tout ça, c'est relativement nouveau comme domaine d'études. Ça fait pas longtemps que les gens étudient ça. Non, vraiment pas. Écoute, parmi les premières publications sur les théories du complot, c'est à peu près en 2014-2015. Puis ça arrive au compte-gouttes. C'est super difficile à étudier en laboratoire parce qu'on parle du cerveau, puis de la capacité du cerveau à rationaliser sur des situations, puis à réfléchir, etc. Puis c'est quelque chose qu'on peut strictement étudier chez l'humain, tu sais, versus la plupart, soit des troubles de santé mentale ou des molécules en lien avec la santé mentale, on peut aussi les étudier chez les animaux. Tu sais, je te donne un exemple, la dépendance, tu sais, quand on en parlait en long puis en large dans un autre Curieux Rivard, c'est ça, on étudie presque strictement ça chez le rat pour bien comprendre comment ça fonctionne au niveau du cerveau, parce que c'est super facile de rendre un rat addict à la cocaïne. Tu sais, tu y en donnes, puis il finit par aimer ça, puis il s'en administre super souvent. Versus la théorie du complot, tu sais, convaincre un hamster que il y a un complot puis que ça se fait pas. Fait on dépend de l'humain, donc c'est beaucoup plus difficile à étudier. Tu peux pas rendre quelqu'un conspirationniste de façon permanente. Là. Éthiquement, ça le fait pas. Mais tu me disais que ça se peut, par exemple, de le faire temporairement. Oui. C'est possible de rendre quelqu'un, de le rendre conspirationniste de façon temporaire. Tout à fait. OK? Puis c'est là que je t'ai texté parce que j'étais comme, mais c'est trop, hein? Je veux dire, on peut. Ça contient quelque chose pour contrôler le monde. Fait que, oui, dans le fond, tu sais, ce que les chercheurs se sont dit, c'est, OK, pour croire en une théorie du complot, il faut que la personne ait accès à certaines portions de l'information, puis elle-même va créer des liens entre ces informations-là, puis croire en une théorie. T'sais, fait que, mettons, quand on parlait de la pandémie, OK, bon, ben, il y a le réseau 5G qui est en train de s'établir, puis il y a quelqu'un qui a mangé une chauve-souris en Chine, puis là, ben, tout le monde est à la maison, puis on peut pas sortir dehors. Fait que, moi, ma théorie, ça serait que, bon, il y a des chauves-souris qui ont été rendues malades pour que la Chine développe la maladie, puis que ce soit contagié aux États-Unis, puis au Canada, puis partout dans le monde. Puis pendant ce temps-là, les gens vont être chez eux, puis on va pouvoir instaurer le 5G bien tranquille. Okay? Fait que les gens, ils ont accès à certaines infos, puis ils font des liens entre. OK? Fait que là, ce qu'on se dit, c'est en laboratoire, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une tâche qui est en soi aléatoire à 100%. OK? Puis là, la tâche qu'ils ont utilisée, puis tu vas voir où je m'en vais avec ça, ils ont pris une tâche de pile ou face. OK? Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un logiciel, ça s'appelle, je pense, un logiciel, un site internet, on dirait ma mère, genre un logiciel sur un site web. La toile! Oui, sur la toile. Donc, il naviguait sur la toile. C'est random.org. Okay? Oui, c'est je connais ça. Exact, ok, bon. Je fais mes concours là-dessus. Bon. Quand je fais des tirages, c'est merveilleux, tu fais ça, ça. Oui, fait que c'est vraiment parce que c'est random. Oui.
Nous aussi, on utilise ça pour mettre des participants dans des groupes. T'sais, on se dit, OK, ben lui, toi, tu vas aller là, puis toi, tu vas aller là. Comme ça, on est sûr que c'est aléatoire à 100%. Fait que, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait jouer une séquence de pile ou face à l'écran. OK? Fait que les participants, ce qu'ils voyaient, c'était pile, pile, face, 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 pile, pile, face. OK, mettons, exemple. OK? Puis là, ils disaient aux participants, OK, là, tu viens de voir 10 séquences de pile ou face. Fais comme si on t'avait présenté cette séquence-là 100 fois. Est-ce que tu penses qu'il y a un patron caché derrière ça ou c'est juste dû au hasard? OK? Fait que là, en général, la moitié des gens, mettons, disent ben, c'est dû au hasard. OK? Ceux qui disent que c'est dû au hasard ne croient pas aux théories conspirationnistes. C'est les résultats qu'ils ont démontrés. Ceux qui voient un patron, plus ça doit être moins que 50% parce que c'est pas 50% des gens qui croient en les théories conspirationnistes, mais ceux qui avaient tendance à avoir un patron alors qu'il n'existait pas, eux rapportaient croire beaucoup plus aux théories conspirationnistes. Okay? Ça, c'est la première chose qui a été démontrée. Fait que tu peux mesurer cognitivement la croyance en ces théories-là. Puis là, ce qu'ils ont fait après, chez un autre groupe de participants, ils ont dit, OK, chez la moitié des participants, on va dire que c'est aléatoire, comme un jeu de pile ou face, là, puis on va mesurer les théories conspirationnistes, la propension à croire en ces théories-là, alors que chez la moitié des participants, on va leur dire, écoute, il y a un patron caché, dis-moi si tu l'as trouvé. Okay? Fait qu'ils montrent pile ou face, pile ou face, pile ou face, pile ou face. Puis chez les gens qu'on a convaincus qu'il y avait un patron caché, à la fin de la séance de testing, il y avait plus tendance à croire en les théories conspirationnistes. Fait que si tu entraînes le cerveau à chercher des patrons là où il n'y en a pas, le cerveau devient temporairement plus conspirationniste. Okay? Puis ces études-là, à vous, c'est fucké, là. C'est très cool, là. Puis, mais ça, c'est en laboratoire, mais ça veut pas dire que dans la vie en général, si tu passes ton temps à checker des théories de conspiration partout, tu vas finir par en voir ailleurs, là. Ben, tout à fait, exactement. Puis c'est d'où, la question dont on peut se poser, c'est en ce moment, tous les reportages là, qu'on peut consommer sur Netflix et compagnie sur les attentats du 11 septembre, puis X, puis Y, à force d'en regarder, est-ce que ça peut pas conditionner le cerveau à devenir conspirationniste? Ben, c'est la question qu'on peut se poser, puis j'ai pas la réponse, là, puis j'ai pas trouvé non plus cette réponse-là. Il y a pas encore d'études à ce niveau-là. Je suis persuadée qu'il va en avoir dans 5-6 ans, là, parce que c'est un tout nouveau domaine de recherche, comme tu le disais, mais on peut penser que oui, si on peut moduler ces patrons cognitifs-là, ben, il n'y a pas de raison de croire que dans l'environnement, il n'y aurait pas un apprentissage qui pourrait avoir lieu non plus. Ouais. Fascinant. Puis tout le monde a un petit fond conspirationniste, là. Tout le monde a une base là, de genre. Ça revient un peu à cette, au stress que tu me parlais tantôt, puis la peur d'anticiper, juste se protéger, c'est ça. Vu qu'on a tous un amygdale, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on peut rester en vie, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut anticiper les coups à l'avance, c'est ça qui fait en sorte que si on vit une situation stressante mais qu'on n'en connaît pas l'issue, ben mettons on jongle avec une situation, on sait pas trop ce qui va se passer, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de se projeter dans l'avenir en fonction des indices qu'on a entre nos mains. Fait qu'il faut qu'on puisse être un petit peu conspirationniste, mais il y a certaines personnes qui vont se rendre plus loin dans ces théories-là. Ouais. Est-ce que c'est-tu pas un peu plus la faculté des gens à se ramener eux-mêmes qui différencie qui c'est qui dérape de qui justement réussit à faire comme oh non, je vais me réguler puis ça n'a pas rapport puis c'est juste c'est un craquement de vent puis je peux me rendormir, tu sais. En fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent amplifier cette vulnérabilité-là. D'un côté, ça a été démontré que les hormones de stress vont jouer un grand rôle à ce niveau-là. Okay? Puis là, je t'explique, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme séance, mais quand l'amygdale part en peur, on finit par sécréter des hormones de stress. Okay? Puis ces hormones-là partent des glandes surrénales, c'est en bas du cou, c'est super loin. Okay? Fait que là, on sécrète des hormones de stress, puis là, elles font leur job, qui est principalement de nous donner de l'énergie, puis c'est pour ça que quand t'entends des craquements, t'es comme, tu te rassois dessus dans ton lit, t'es comme, je suis prêt. Je suis là, ouais. Je l'ai. Okay? Ça, c'est les hormones de stress qui vont avoir cet effet-là. Puis à long terme, si on sécrète constamment des hormones de stress, fait que là, c'est plus juste à cause de la souris, là, c'est parce qu'il y a une pandémie, puis là, ben, à chaque fois que tu écoutes les nouvelles, puis que tu entends parler des morts, puis que tu entends parler de la préposée aux bénéficiaires qui est décédée, puis que tu entends parler de l'économie qui va pas bien, puis tu sais pas quand est-ce que tu vas retrouver ta job, puis etc. Mais à chaque fois
que tu entends parler de ces nouvelles-là, tu sécrètes d'autres hormones, puis d'autres hormones, puis d'autres hormones. OK? Puis toutes ces hormones-là, elles se cumulent au niveau du cerveau. Elles vont toutes remonter au niveau du cerveau. Puis à long terme, ça peut venir un peu brouiller les cartes. Ça peut changer la façon dont on perçoit le monde. Puis un de ces effets-là, c'est de venir diminuer les fonctions qui sont soutenues par le cortex préfrontal, qui est là pour nous aider à nous rationaliser. Okay? Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, quand on est stressé chroniquement, on est un petit peu moins rationnel, on est plus en colère, on est plus irritable, on est plus labile émotionnellement, puis on a plus de difficultés à venir diminuer l'activité de l'amygdale. Fait que chez certaines personnes, il peut un petit peu plus partir en peur, puis essayer de se rationaliser avec des théories du complot. Est-ce que, et là, on est un petit peu à côté du sujet, mais je viens juste la question vient de me popper. Ce que tu décris là, les nouvelles en général ont tendance à présenter juste des événements comme ça qui vont être de nature stressante ou des crimes ou des raisons de s'en faire ou des mauvaises nouvelles ou des. Là, en ce moment, c'est sûr que c'est parce que c'est la crise du COVID, donc ça tourne tout autour de ça. Mais en général, les nouvelles sont comme ça aussi. Ouais. Fait que est-ce que quelqu'un qui consomme beaucoup de l'actualité naturellement s'auto-conditionne sans s'en rendre compte à être comme ça ou? Ben, on a fait une étude là-dessus au labo il y a quelques années, puis nous, notre hypothèse, c'était que le fait d'être exposé à des nouvelles négatives, ça allait nous faire sécréter des hormones de stress. Okay? Nous, c'était ce qu'on pensait. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que non. Quand tu regardes une nouvelle négative, tu vas pas automatiquement ou nécessairement sécréter des hormones, ça se produit pas chez tout le monde. Par contre, si un petit peu plus tard, je t'expose à un stresseur, tu vas sécréter plus d'hormones en lien avec ce stresseur-là si je t'ai exposé auparavant à des nouvelles négatives. Fait que c'est comme si ça prime le système à répondre à d'autres types de menaces durant la journée. Fait que oui, ça peut nous rendre plus sensibles, puis cet effet-là a été démontré comme étant plus prononcé chez les femmes. Fait que les femmes sont d'autant plus sensibles aux nouvelles négatives. Puis aussi, on va encoder en mémoire à long terme beaucoup plus longtemps les nouvelles négatives que les nouvelles positives. Tu vas te rappeler beaucoup plus longtemps de justement la préposée au bénéficiaire qui est décédée parce qu'elle est en contact avec le COVID, etc., que, je sais pas moi, il y a des flamants roses à Venise parce qu'il n'y a plus de pollution. Et ça, tu vas l'oublier plus rapidement. Là. Ouais. OK. Parce que c'est pas relié à ta survie, dans le fond. La bonne nouvelle, elle t'aide pas à survivre plus longtemps. Non, c'est ça. La fonction évolutive, au niveau de l'évolution de l'espèce, la fonction des émotions positives, c'est d'aller te faire des amis. T'es le fun, puis ça fait en sorte que tu te crées une gang, puis ben si jamais il y a une menace dans l'environnement, mais t'as plus d'amis, pour l'affronter. Ouais. Mais ça, c'est juste un plus, mais c'est pas nécessaire. Parce que tu peux être tout seul pour affronter tes mammouths, puis tu vas être bien correct. Fait que les émotions négatives, elles vont avoir une fonction beaucoup plus importante qui est de te garder en vie. Les mammouths étant des dangers ou des... Ben, c'est ça, dans le temps de la préhistoire, là, tous ces dangers-là, comme le mammouth, le tigre, le ci, le ça, ben, les émotions négatives, ça faisait en sorte que tu craignais ces menaces-là. Donc, c'était beaucoup plus évolutif d'en avoir que des émotions positives. Fait que, les émotions positives, c'était le fun, mais au niveau de la survie de l'espèce, c'est moins important que les émotions négatives. Ouais. OK. C'est fou, raide. J'avais ici une note qui disait pourquoi quelqu'un est plus porté que quelqu'un d'autre à être conspirationniste. Ouais. En fait, comme on le disait tantôt, c'est vraiment lié à l'absence de contrôle. Okay? Dès que tu n'as pas le contrôle sur une situation, ça laisse la place à avoir des théories conspirationnistes. Okay? Et donc, toutes les personnes qui ont des traits de personnalité associés à un contrôle diminué sont plus susceptibles de croire à des théories conspirationnistes. Fait que je te donne un exemple. Les gens qui souffrent d'anxiété. Okay? Souvent, les gens qui sont plus anxieux vont avoir l'impression que toutes leurs échappent. Ils n'ont pas de contrôle sur l'environnement. Les stresseurs prennent vraiment le dessus. Okay? Fait que les gens qui souffrent d'anxiété, pas nécessairement clinique, mais qui ont aussi juste un trait de personnalité anxieux, c'est-à-dire qu'ils sont juste un petit peu plus vigilants 24 heures sur 24, là, ou en tout cas pas 24 heures sur 24, mais plus souvent que ceux qui ne sont pas anxieux, ils ont été démontrés comme croyant plus souvent des théories conspirationnistes. Okay? Ça, c'est un des exemples. Il y a aussi des gens qui ont une plus faible estime d'eux-mêmes. Okay? Fait que l'estime de soi,
c'est associé au contrôle dans le sens où, à l'impression de contrôle, dans le sens où les gens qui ont une forte estime d'eux-mêmes ont l'impression d'avoir beaucoup d'emprise sur leur environnement. T'sais, fait que si tu veux quelque chose, tu vas aller le chercher. T'sais, si tu veux changer quelque chose dans ton environnement, tu es capable de le faire. Versus quelqu'un qui a une plus faible estime de lui a plus tendance à croire que c'est les autres qui ont un pouvoir sur ce changement-là, ou que quand il t'arrive quelque chose, mais c'est pas dû à ton effort, c'est dû au hasard. T'sais, j'ai eu une promotion, mais tu sais, c'est pas que j'ai travaillé pour, c'est juste qu'il y avait personne d'autre pour prendre le poste à ce moment-là. Non. Fait que, en général, c'est associé à une impression de contrôle qui est moindre et donc ça laisse plus de place aux théories du complot, puis etc. Ah, nice. OK. Ouais. Puis pourquoi quand tu as quelqu'un qui est conspirationniste puis que tu y amènes la source, tu y expliques pourquoi c'est pas vrai ce qu'il dit et tout ça, il y a bien des gens qui vont avoir tendance à continuer de croire ça, à juste réfuter puis à faire non, à rester dans être dans le déni par rapport à ça, là. Ouais. Qu'est-ce qui fait? Parce que des fois, tu as l'impression que tu peux rien faire contre ces gens-là. C'est des fanatiques religieux, là. Ouais. Pour moi, j'y vois de la même façon. Là, c'est un peu la même chose. Comme scientifique. Je suis pas experte en la matière, mais souvent, c'est mis dans le même bateau. Tu sais, les gens qui font partie de sectes ou bien les gens qui vont croire très fortement en certaines conspirations, le cerveau est un peu configuré de la même façon. OK? Puis, en fait, la réponse, c'est que tu peux vraiment rien faire. OK? Fait que quand quelqu'un croit fermement en une théorie de complot, en une certaine conspiration, etc., peu importe ce que tu vas dire, ça va rien changer parce que le cerveau est super bien fait. Le cerveau, il fait de sorte qu'on a des biais de perception qui sont super importants. Donc, tu vas attribuer plus d'attention sélective à tout ce qui concorde à ce en quoi tu crois versus à ce qui concorde pas. Puis c'est vrai pour les gens qui croient en des théories du complot ou conspirationnisme, mais c'est vrai pour toi puis moi aussi. Là. Si, je sais pas, moi, tu penses que, je sais pas, iPhone, c'est mieux que les autres, là. que Samsung, mettons. Exact, OK? Mais tu vas retenir tous les articles que tu vois passer sur Facebook qui montrent des points positifs d'iPhone, tu vas t'en souvenir sur le bout de tes doigts, alors que tous les articles qui étaient pro-Samsung, tu les verras même pas passer dans ton feed. OK? Tu y portes même pas attention. Tu sais, le cerveau va donner beaucoup plus de poids à ce qui concorde en tes croyances versus ce qui concorde pas. OK? Fait que peu importe ce que tu vas donner comme argument à quelqu'un qui croit en une théorie conspirationniste, ça va passer comme dans du beurre parce que le cerveau va pas s'y accrocher. OK. Puis comment, mais de base, à ce moment-là, comment tu changes quelqu'un qui est comme ça? C'est quoi la façon de procéder pour amener quelqu'un qui est conspirationniste à justement changer de position? Ça se peut-tu ou ça se peut pas? Il y a vraiment, vraiment rien à faire, puis t'es comme, t'attends, puis tu le barres de ton Facebook, puis tu te dis, écoute, c'est parce que ça revient-tu à faire, tu fais partie de mon environnement, puis genre, t'es condamné. C'est tout ça? Mais toi, tu pourras rien faire pour cette personne-là. OK? Fait que toi, tu pourras pas aller voir cette personne-là et dire voici une liste de ressources, je t'inviterais à. Ça changera rien. OK? Mais de toute façon, il n'y a pas de problème dans sa tête. Non, exactement. Il a raison. Oui, il a raison. Puis dis-toi que c'est une personne qui a un cerveau apeuré qui essaie de faire du sens avec la situation. T'sais, fait que pense à l'homme de Cro-Magnon dans le milieu de son champ qui voit des tignes un peu partout. T'auras beau y arriver avec ta liste de ressources, ça va être comme. C'est parce qu'on va mourir. Tes ressources, là, laisse faire. Okay? On peut-tu utiliser l'intimidation puis juste y écrire que c'est un maudit peureux, puis là, juste passer ton temps à tout commenter sur toutes les conspirations peureux, gang de peureux, maudit peureux, pour finalement que ça les fâche, puis qu'ils fassent non, puis que là, ils changent, puis qu'ils fassent OK, j'ai pas peur, puis là, ils changent, puis. Là, je te lance mon gros ballon. Tes connaissances? Non! Oh, mais j'ai vu une étude. OK? Fait que là, tu sais, j'arrive vraiment avec mes pincettes parce que, tu sais, il y a très peu de bagages scientifiques à ce niveau-là, mais une étude... C'est important de le mentionner aussi, là, oui, tout à fait. Scientifique de dire, écoute, tout à fait. C'est tu sais, en général, le pronostic est très mauvais. OK? Fait que de changer tu sais, faut comme qu'ils décident par eux-mêmes à un certain moment qu'ils changent d'opinion, puis ça arrive. Tu sais, il y a des gens qui se réveillent un matin et qui sont comme... Tu sais, le cerveau a juste changé d'idée. Donc, en général, ça se fait par soi-même. Mais il y a une étude qui a démontré que
En fait, ils ont eu un très bon raisonnement. Ils se sont dit, OK, les théories conspirationnistes, ça naît parce que le cerveau manque de contrôle. Il a l'impression qu'il n'y a pas le contrôle sur la situation. Okay. Si j'apprends à cette personne-là à avoir du contrôle ailleurs dans sa vie, tu sais, tu peux pas avoir de contrôle sur la pandémie, à moins que tu crées un vaccin, tu n'auras jamais de contrôle là-dessus. Mais si j'apprends à cette personne-là à avoir énormément de contrôle à son travail, à avoir énormément de contrôle dans sa vie sociale, à avoir énormément de contrôle dans un projet quelconque, tu sais, qui se parte, je sais pas moi, un site internet pour vendre des bobépines ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, je donne n'importe quelle autre sphère, là. Exactement. Ça a été démontré comme diminuant la tendance à croire en des théories conspiratoires. Okay? Fait que augmenter le contrôle ailleurs pour diminuer l'importance de ces croyances-là, ça semble fonctionner. Puis la raison, est-ce que c'est parce que c'est valorisant? Donc c'est positif, ça fait du bien, puis ça enlève le focus parce que tu sais tout, ça enlève de la peur parce que tu focuses sur ce que tu as le contrôle qui te fait du bien. C'est quoi exactement le mécanisme? Est-ce qu'on le sait ou... Ben, il y a deux hypothèses, selon moi, là, deux mécanismes qui peuvent expliquer ça. Un, c'est oui, en effet, tu changes ton focus de rumination. Tu sais, à la place de penser 24 heures sur 24 à ces théories-là, t'apportes de l'attention sélective à autre chose. Ça peut aider. Mais deux aussi, c'est que le cerveau, il veut se raccrocher à quelque chose. T'sais, il veut avoir le contrôle sur quelque chose. Fait que le fait d'aller rechercher du contrôle sur une situation, même si c'est pas la situation qu'on voudrait contrôler en soi, ça amène à rassurer. Puis cette notion de contrôle-là, on le voit dans plein d'autres conditions. Là. Par exemple, mettons, si je te donne des chocs électriques, tu vas être stressé, là, tu sais, c'est super stressant pour le corps de vivre cette douleur-là. Si je t'administre des chocs, tu vas sécréter énormément d'hormones de stress. Si tu t'administres toi-même les mêmes chocs, à la même fréquence, à la même intensité, mais que c'est toi qui te les administres, tu vas sécréter beaucoup moins d'hormones de stress. Juste parce que tu as le contrôle, tu as une impression de contrôle sur la machine, tu sais. Ce contrôle-là, ça vient vraiment moduler les hormones qui sont sécrétées. Ouais. L'activation du système de stress. Ouais, c'est vraiment cool. Très cool. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit en terminant? Qu'on a oublié quelque chose? Je pense que non. Je pense qu'on a fait pas mal, de ça. Oui. Les molécules qu'on sécrète qui favorisent ça, on en a parlé. Les hormones de stress. C'est fou. Merci beaucoup, honnêtement. Et, ça fait trop plaisir. J'ai rien cru de ce que tu as dit, là. Rien de tout ça qui est vrai. C'est juste à le dire. Dans mon dos est folle. C'est ça. C'est ça que je prenais des notes sur mon pad, je faisais comme, man, elle dit n'importe quoi. Bullshit. Son domaine à l'improvise tout le long. Je suis dans un live d'Arnaud Soli. C'est juste un personnage d'Arnaud Soli qui est déguisé en demoiselle avec un gros cerveau. Mais pour vrai, merci beaucoup. C'est super intéressant. Je suis vraiment content. Je pense que les gens vont l'être aussi. Merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode. Ils peuvent... Il y a ton... Si les gens peuvent te suivre, en fait, il y a ta page ResearchGate, là, que je mets tout le temps le lien en dessous. Parce qu'ils peuvent, puis ils peuvent réquisitionner des études, c'est ça? Tu peux genre écrire puis dire, oui. Est-ce que... Puis ça va me faire plaisir de leur envoyer en plus. Okay, cool. Parce que c'est vrai que les articles scientifiques, c'est payant. Il faut comme que tu t'abonnes aux journaux, puis ça peut coûter vraiment cher. Fait que ça va me faire plaisir d'envoyer des études. Pas celles des autres auteurs, là, parce que j'ai pas de droit dessus, mais les miennes, ça va me faire plaisir de les envoyer. Puis vu que j'ai rien fait sur les théories conspirationnistes, mais je pourrais pas vous envoyer grand-chose là-dessus. OK, pour celle-là, ouais, c'est ça. Mais sur le stress et sur les autres choses dont on a parlé, oui. Très nice, parfait. Ben merci beaucoup, puis on se voit bientôt. J'ai hâte que ça finisse, qu'on puisse recommencer à se voir dans la vraie vie, puis qu'on fasse plus ces épisodes-là sur Skype. Mais moi aussi.